Un général allemand très respecté qui fait une crise cardiaque habillé en tutu rose, une superstar du catch qui s'écrase d'une hauteur de 24 mètres, en plein show. Un serial killer qui se tue accidentellement en essayant d'asphyxier ses victimes, ou encore un homme qui s'étouffe lors d'un rituel de fertilité, après avoir avalé un poussin vivant. Bienvenue sur le nouvel iceberg des morts les plus bizarres. Souvent légères, insolites, mais aussi parfois parfaitement tragiques, voire épouvantables, nous voilà repartis pour découvrir ensemble 67 nouvelles histoires, tout à fait surprenantes. Vous êtes sur Creepy Machine, c'est parti. Le tapis de course de la mort. Nous sommes le 18 juin 2024, à Pontianak, en Indonésie. Une jeune femme de 22 ans se rend dans une des salles de sport de la ville, le K-Gym. Accompagnée de son petit ami et de ses jeunes frères et sœurs, elle décide de monter au 3e étage de l'établissement pour s'entraîner, seule, sur un tapis de course. La jeune femme s'active pendant plusieurs minutes, seulement, au bout d'une demi-heure d'exercice, les caméras de surveillance vont filmer quelque chose de parfaitement effroyable. En effet, la jeune femme de 22 ans, visiblement fatiguée, ralentit la cadence sur le tapis. Seulement, à cause de l'inertie, le tapis va la pousser en arrière. La jeune femme perd alors l'équilibre et tente instinctivement de stopper sa chute en s'appuyant avec son dos sur la vitre qui se trouve juste derrière elle. Seulement, la fenêtre est ouverte. Elle bascule alors dans le vide et fait une chute terrible, la tête la première du 3e étage du bâtiment. Victime de blessures graves à la tête, elle est transportée d'urgence à l'hôpital. Seulement, il est trop tard. La jeune femme de 22 ans succombe rapidement à ses blessures. À la suite de l'accident, la salle de sport fermera pendant quelques jours et des autocollants avertissant de ne pas ouvrir les fenêtres seront ensuite installés. Oui, je vous l'accorde, une mesure sans doute très insuffisante pour la famille de la victime au regard du drame qui s'est joué en ce jour de juin 2024. Miki Endo, fidèle à son poste, jusqu'à la mort. 11 mars 2011, à 14h46, à Minamisan-riku, au Japon. Un séisme de magnitude 9 est repéré à 130 km de la côte. Un tsunami colossal est en train de se former. À ce moment-là, Miki Endo, 24 ans, employé du département de gestion de crise de la ville, est en place. Sa mission ? Relayer les consignes d'évacuation aux habitants. Elle diffuse alors en continu les messages dans les haut-parleurs de la ville afin que les habitants soient alertés et puissent fuir au plus vite. Moins de 20 minutes après le séisme, le tsunami atteint les côtes de la préfecture de Miyagi, submergeant rapidement les villes côtières, dont Minamisan-riku. Les ondes successives inondent la ville. Seulement Miki Endo, malgré le danger, continue de diffuser inlassablement l'ordre d'évacuation malgré le déluge d'eau qui se dirige inexorablement sur elle. Quelques minutes plus tard, le bâtiment de 3 étages se retrouve alors entièrement submergé. Le tsunami détruit routes, maisons, infrastructures et emporte les habitants n'ayant pas pu se mettre à l'abri. Certaines des vagues dépasseront même par endroits les 10 mètres de haut. La situation est apocalyptique. Plus d'un mois après la catastrophe, le 23 avril 2011, le corps de Miki Endo est identifié dans les débris. Au total, le tsunami fera plus de 18 000 morts et disparus dans le Tohoku, la région à laquelle appartient la ville de Minamisan-riku. Après les événements tragiques du 11 mars 2011, Miki Endo sera largement reconnu et honoré pour son courage. En effet, il est admis que son sacrifice a sans doute permis de sauver de nombreuses vies. Le mauvais tuyau de Ryan Kelly. Peu après minuit, le 17 août 2020, au Eldorado Aquatic and Fitness Center de Scottsdale, en Arizona, Ryan Kelly,
31 ans, décide de franchir la clôture extérieure du parc aquatique pour s'y introduire illégalement. Il fait quelques brasses dans un des bassins, s'engage ensuite vers un toboggan aquatique et l'escalade. C'est à ce moment-là qu'il va faire quelque chose de parfaitement insensé. En effet, Ryan Kelly va se glisser à l'intérieur d'un large tuyau en acier, qui sert normalement de support central au toboggan, d'un diamètre interne d'environ 60 cm et haut de plusieurs mètres. Ce tuyau vertical ne sert qu'à soutenir le toboggan et n'est en aucun cas un élément de glisse. C'est épouvantable. Ryan Kelly est complètement coincé dans ce piège tubulaire. Il se met alors à paniquer et à crier. C'est à ce moment-là qu'un agent de police patrouillant à l'extérieur du centre aquatique entend des cris étouffés provenant du parc. Bien qu'à environ 400 mètres de la source des cris, le policier les entend plutôt distinctement. En effet, le tuyau fait office de caisse de résonance. Le policier décide de faire intervenir les secours qui tentent alors de localiser Ryan Kelly, et ce pendant près d'1 heure. En effet, la résonance de ces cris rend sa localisation exacte plutôt difficile. Ils arrivent enfin à atteindre l'homme et continuent de communiquer avec lui, tout en cherchant une solution pour le sortir de là. Seulement, au bout d'un moment, Ryan Kelly cesse de répondre. Les équipes décident alors de démonter un à un les éléments du toboggan pour accéder au fond du tuyau. Il leur faudra plusieurs heures de travail pour tout retirer. Finalement, c'est aux alentours de 7 heures du matin que Ryan Kelly est retrouvé sans vie à l'intérieur du tuyau. Pourquoi est-il rentré illégalement dans le parc ? Personne ne le sait. Pensait-il rentrer dans une rampe de toboggan en s'enfonçant dans ce tuyau mortel ? Là aussi, rien ne permet de confirmer cette idée. Nous ne saurons sans doute jamais ce qui a traversé la tête du jeune homme ce soir-là. Angelina Seronite et la blague de trop. Nous sommes en janvier 1930. Angelina Seronite, 14 ans, une élève et ailier de l'équipe de basket féminine de Graceville High School à Mount-Morris à New York, rentre dans sa classe. La jeune athlète se dirige vers son pupitre et s'assoit. C'est là qu'elle fait un bond sur sa chaise. Visiblement, quelqu'un lui a fait une farce de plutôt mauvais goût, tout aussi idiote qu'immature. En effet, une punaise a été placée sur sa chaise. L'objet minuscule a pénétré la peau de son fessier, mais l'incident va vite être oublié. Seulement, cette banale piqûre va avoir en fait des conséquences parfaitement désastreuses. En effet, rapidement la blessure s'infecte. Des douleurs vives saisissent alors Angelina Seronite, et sa fièvre monte. Le corps de l'adolescente lutte, mais la septicémie s'installe inexorablement, et le poison envahit son sang. À cette époque, la recherche sur la pénicilline et les antibiotiques sont à leurs prémices. Il n'existe alors aucun médicament largement diffusé qui pourrait enrayer l'infection. Ouais. Le 13 janvier 1930, la bataille prend fin. Quelques jours à peine après la piqûre, Angelina Seronite décède. La farce à la punaise s'est transformée en tragédie mortelle. L'auteur de la blague ne sera jamais identifié. Les adieux virales de Dan Kous et de Arjan Cortus. 29 octobre 2013. Nous sommes sur le parc éolien de Deltawind, à Holgensplaat, aux Pays-Bas. Dan Kous, 19 ans, et Arjan Cortus, 21 ans, ainsi que 2 de leurs collègues sont en opération de maintenance sur un aérogénérateur ou éolienne de type Vestas V66. Une construction plutôt impressionnante faisant pas moins de 67 mètres de hauteur. Seulement, ce travail d'ordinaire plutôt routinier va se transformer en véritable cauchemar. En effet, alors que les 4 hommes travaillent sur l'engin, un court-circuit électrique provoque un incendie qui s'étend dans toute la structure métallique de l'éolienne. Des techniciens à proximité immédiate de l'embrasement parviennent à descendre par l'échelle intérieure et regagnent le sol en sécurité. Seulement, les 2 autres techniciens, Dan Kous et Arjan Cortus, eux, restent piégés
au sommet. En effet, les flammes coupent désormais l'accès à l'escalier. Face à l'inéluctable, les deux hommes, qui vivent leurs derniers instants, se serrent dans les bras. Un geste qui sera capturé en photo par un témoin de la scène et dont le cliché deviendra viral. Peu après, Dan Koos chute mortellement dans le vide. Arjan Cortus, lui, reste coincé dans la nacelle. C'est épouvantable. Les secours mobilisent une équipe spéciale et une grue d'intervention, seulement, comme vous vous en doutez, lorsqu'ils atteindront la nacelle plusieurs heures plus tard, ils ne trouveront que des débris calcinés. Une diète protéinée fatale. 20 février 2022, près de San Diego, aux États-Unis. Nous sommes au petit matin, autour de 5 heures. Un homme de 28 ans, dont le nom n'a pas été communiqué, est au volant de sa Lexus. À l'intérieur de l'habitacle, il s'affaire à préparer sa boisson protéinée, tout en conduisant. Il verse ses doses de poudre dans son shaker, ajoute de l'eau, puis se saisit d'un couteau pour mélanger l'ensemble. Seulement, faire deux choses en même temps, surtout au volant, c'est rarement une bonne idée. L'homme, qui n'a pas attaché sa ceinture, perd alors soudainement le contrôle de sa voiture. La Lexus dévie brutalement de sa trajectoire, percute une voiture stationnée sur le bord de la chaussée, provoquant un carambolage, avec les autres véhicules garés en suivant. L'impact est violent. L'airbag se déploie avec une force considérable. Le couteau que tient le conducteur est alors projeté dans l'habitacle et le frappe en plein dans le cou. C'est terrible. Le sang coule à flot. Alertés par des riverains, les services d'urgence arrivent rapidement sur les lieux et font face à une scène épouvantable. L'intérieur de la voiture est maculé de sang. Transporté à l'hôpital, l'homme, victime de cet enchaînement fatal, succombera finalement à ses blessures. Pamela Kremeyer ne connaîtra jamais son petit-fils. 26 octobre 2019. En milieu d'après-midi dans une propriété rurale près de Knoxville, dans l'Iowa aux États-Unis. Pamela Kremeyer, 56 ans, s'est réunie avec sa famille, et notamment avec son fils et sa belle-fille enceinte, pour célébrer un gender reveal party, et ainsi annoncer à la famille le sexe du bébé à venir. Pour l'occasion, des membres de la famille ont fabriqué un dispositif artisanal constitué d'un cylindre métallique rempli de poudre à canon et de colorant bleu, scellé sur le dessus avec du ruban adhésif. Un simple bout de ruban qui, en théorie, ne devait pas opposer trop de résistance. Seulement, au lieu de produire une projection verticale, maîtrisée, le tube explose, comme une bombe artisanale, projetant des fragments d'acier à haute vitesse. Pamela Kremeyer, qui se trouve pourtant à 14 mètres du dispositif, est frappée, en pleine tête par un éclat de métal. C'est effroyable. Elle s'effondre sur le coup. Les témoins horrifiés appellent immédiatement les secours qui ne peuvent que constater l'horreur de la scène. Le morceau de métal a traversé son crâne. Pamela est morte sur le coup. Aucun autre blessé ne sera à déplorer ce jour-là. Ce moment, qui aurait dû célébrer une nouvelle vie, s'est transformé finalement en un souvenir familial bien sombre. Zheng Gang a été trop loin dans le don de soi. Nous sommes à la banque de sperme de la Huazhong University of Science and Technology à Wuhan, en Chine. En ce jour de février 2011, Zheng Gang, étudiant en doctorat de 34 ans, s'apprête à réaliser son 4e don de sperme en 10 jours. Comme à son habitude, il entre dans la cabine de collecte individuelle pour une session qui ne devrait pas durer plus de 30 minutes. Seulement, au bout de 2 heures, Zheng Gang n'est toujours pas sorti. Inquiet de ce silence prolongé, le personnel de la banque de sperme frappe à la porte. Aucune réponse. Des techniciens sont alors dépêchés sur place pour forcer l'ouverture de la cabine. Ouais, vous l'avez deviné. Zheng Gang est retrouvé au sol, inanimé, à côté de son récipient de collecte. Les secours sont appelés en urgence, mais il est trop tard. Ils ne peuvent que constater son décès.
Bien que l'autopsie n'ait pas pu préciser en détail les causes exactes du décès, les médecins ont suggéré que la déshydratation et le stress physiologique engendré par ces dons répétés auraient pu augmenter la viscosité de son sang et favoriser la formation d'un caillot, ce à quoi le jeune homme était peut-être prédisposé, l'amenant à être victime d'une crise cardiaque. Un téléphone qui aura coûté plus qu'un rein. Nous sommes au début de l'année 2014, dans un petit village de la province de Henan, en Chine. Ce jour-là, alors qu'une jeune femme utilise les cabinets, elle fait accidentellement tomber son smartphone flambant neuf dans le trou des toilettes, relié à une fosse septique. Au regard de la valeur de l'appareil, environ 2000 yuan, soit environ 240 €, son mari décide de descendre dans la fosse via une trappe d'environ 1 mètre carré pour tenter de le récupérer. Et ce qui va se produire est effroyable. Immédiatement asphyxié par les vapeurs délétères qui émanent du bassin, l'homme s'effondre et perd connaissance. Sa mère, également présente, décide alors elle aussi de se glisser dans la fosse pour lui porter secours. Mais elle aussi s'évanouit à son tour. Témoin de la situation, la propriétaire du téléphone et son beau-père se précipitent à leur tour, bientôt suivis par 2 voisins venus leur porter de l'aide. Et oui, comme vous l'imaginez, tous vont rapidement s'évanouir. C'est épouvantable. La décomposition anaérobie des matières organiques dans cette fosse parfaitement confinée a généré un gaz hautement toxique et mortel, le sulfure d'hydrogène, entraînant une perte de conscience rapide et une asphyxie. Les villageois réussissent finalement à extraire les 6 infortunés à l'aide de cordes. Mais malgré leurs efforts désespérés, le mari et sa mère seront retrouvés sans vie. La jeune femme, elle, propriétaire du téléphone, reprendra connaissance après quelques minutes, tandis que son beau-père et les 2 voisins devront être hospitalisés. Un prix à payer, finalement, tout à fait dramatique. Le bain glacial de Anna Uskova. Nous sommes le 19 janvier 2022, à Oredets, en Russie. C'est le jour de l'épiphanie orthodoxe, et comme le veut la tradition, de nombreux fidèles s'apprêtent à plonger dans des eaux glacées pour commémorer le baptême de Jésus dans le Jourdain. Ce jour-là, Anna Uskova, avocate de 40 ans et mère de 2 enfants, s'apprête à accomplir ce rituel aux côtés de son mari. Elle avance vers le trou creusé, à même la glace de la rivière gelée. Anna plonge dans l'eau, mais en une fraction de seconde, le bain rituel vire au cauchemar. Un courant sous-glaciaire d'une puissance implacable l'attrape et l'entraîne sur plusieurs mètres sous la surface gelée de la rivière. Sur la berge, sa famille, dont ses enfants sont terrifiés, assiste impuissante à la scène. Son époux plonge immédiatement, tentant désespérément de la secourir dans une eau opaque et glaciale. Malgré tous ses efforts, il ne parvient pas à la retrouver. Je vous déconseille de regarder cette vidéo. Entendre les cris de la famille, les pleurs paniqués des enfants, c'est vraiment épouvantable. Les secours arrivent une dizaine de minutes plus tard, mais dans ces conditions extrêmes, la visibilité est presque nulle. Les plongeurs ne retrouveront finalement le corps d'Anna Uskova qu'environ 2h30 plus tard, vers 23h30, inanimé à 500 mètres en aval du trou fatal. Owen Hart, ou quand la cascade vire au cauchemar. Au Comper Arena à Kansas City, Owen Hart, 34 ans, l'une des figures les plus appréciées du monde du catch, et notamment de la WWF à l'époque, prépare sa cascade pour le pay-per-view Over the Hedge du 23 mai 1999, diffusé en direct à la télévision américaine. Affublé de son costume de Blue Blazer, suspendu au plafond, il doit descendre attaché à un câble et être largué juste avant d'atteindre le ring. Seulement, en quelques secondes, le spectacle bascule dans la tragédie. Le mécanisme de largage se déclenche trop tôt. Owen Hart chute de 24 mètres et s'écrase sur le ring, sous les yeux horrifiés des milliers de spectateurs dans l'arène.
Les téléspectateurs, eux, n'assistent pas à la scène, car à ce moment-là, ils se trouvent devant une courte vidéo préenregistrée pour présenter les combats de la soirée. La retransmission reprend et la caméra est détournée du ring, là où gît Owen Hart. Le commentateur Jim Ross, bouleversé, annonce qu'il ne s'agit pas d'une mise en scène. Le personnel médical se précipite, Owen Hart est transporté d'urgence au Truman Medical Center. Mais les médecins ne peuvent rien faire. Sa chute lui a causé une rupture de l'aorte, entraînant une hémorragie interne massive et fatale. Malgré la tragédie, Vince McMahon, propriétaire de la WWF, décide de poursuivre le spectacle. Plus tard, dans la soirée, Jim Ross informera en direct le public du décès d'Owen Hart. L'enquête conclura un dysfonctionnement du mousqueton de largage rapide. La famille de Owen Hart intentera une action contre la WWF et obtiendra 18 millions de dollars après une longue bataille judiciaire. Le dernier combat dans l'arène d'Oliver Reed. 2 mai 1999, dans un bar animé du centre historique de La Valette, à Malte, Oliver Reed, 61 ans, acteur charismatique et légendaire, connu tout autant pour son talent que pour son penchant pour l'alcool, profite d'une pause durant le tournage de Gladiator, le fameux film de Ridley Scott. Ce jour-là, fidèle à sa réputation et au regard des rumeurs, il se serait lancé dans un concours de boissons avec un groupe de marins britanniques en escale. L'après-midi avance et l'alcool coule à flot, bière, rhum, whisky, cognac, les quantités sont a priori phénoménales. Mais alors, qu'Oliver Reed enchaîne les verres, il se plaint tout d'un coup de violentes douleurs thoraciques. Devant les témoins stupéfaits, il s'effondre sur le bar, victime d'un malaise foudroyant. Les secours sont immédiatement appelés et le transportent en urgence à l'hôpital. Mais moins d'une heure après, il est déclaré mort. La cause ? Un infarctus du myocarde, vraisemblablement aggravé par sa consommation excessive d'alcool qui a fragilisé un cœur déjà affaibli. Sur le tournage de Gladiator, c'est le choc. Pourtant, Ridley Scott et la production décident de poursuivre le tournage du film. Les scènes qu'Oliver Reed n'avait pas pu achever seront complétées grâce à des images de synthèse et à une doublure pour les plans plus larges. Le jour où Jennifer Riordan n'avait pas prévu de prendre l'air. 17 avril 2018, 10h. Le vol Southwest 1380 décolle de LaGuardia, à New York, à destination de Dallas. À 11h02, alors que l'avion atteint son altitude de croisière, environ 10 000 mètres, un morceau de pale fissuré du moteur gauche se détache en plein vol. Le projectile percute violemment le fuselage, pulvérisant le hublot du rang 14. C'est terrible. Assise près du hublot, Jennifer Riordan, 43 ans, est partiellement aspirée hors de l'appareil, sous l'effet de la décompression. Les passagers se jettent sur elle, s'accrochent à ses vêtements et, dans un effort désespéré, parviennent à la ramener à l'intérieur. Seulement, Jennifer Riordan est gravement blessée à la tête et semble inconsciente. L'équipage déploie les masques à oxygène et l'avion amorce une descente d'urgence. À 11h25, le vol Southwest 1380 se pose en catastrophe à Philadelphie. Les secours embarquent Jennifer Riordan, inconsciente, vers le Thomas Jefferson University Hospital. 6 autres passagers blessés par des éclats sont pris en charge. Seulement, pour Jennifer Riordan, l'issue est tragique. En effet, ses blessures sont trop graves. Elle succombera à une hémorragie interne et à un traumatisme crânien. Lester C. Harvey et le poids de la mort. Nous sommes le 9 décembre 2024, dans le comté de Lunenburg, en Virginie, aux États-Unis. Un groupe de chasseurs traque un ours noir. L'animal, cherchant à échapper à ses poursuivants, grimpe dans un grand chêne, s'élevant à environ 3 mètres du sol. Les chasseurs s'éloignent de la base de l'arbre, respectant la loi, qui interdit d'estropier, de blesser ou de déloger un ours perché. Pourtant, l'un d'eux, en dépit de ces règles, décide de tirer.
La balle atteint l'animal, il bascule et chute lourdement. Seulement, à ce moment-là, Lester C. Harvey, un homme âgé de 58 ans qui fait partie du groupe de chasseurs, se trouve juste en dessous. Ouais. L'ours va faire une chute de 3 mètres de haut, lui tomber dessus et littéralement l'écraser. Ses compagnons réagissent immédiatement tandis que certains appellent les secours. Les autres tentent de lui prodiguer les premiers soins. Les secours arrivent rapidement sur place et découvrent Lester C. Harvey toujours coincé sous le corps massif et inerte de l'animal. L'homme est alors dégagé et transporté à l'hôpital, toujours vivant, mais malgré les efforts des médecins, Lester C. Harvey, victime de multiples fractures thoraciques et pelviennes, succombe à ses blessures quelques jours plus tard, le 13 décembre 2024. Un geste idiot qui aura transformé une journée de chasse en un véritable cauchemar. Madame Wu et l'ascenseur du désespoir. 30 janvier 2016, dans un immeuble résidentiel de la ville de Xi'an, en Chine. Madame Wu, une employée de bureau, célibataire âgée de 43 ans et vivant seule, entre dans la cabine d'ascenseur de sa résidence. Seulement, elle s'arrête entre les 10e et 11e étages, et ce, sans explication. En effet, des techniciens ont été appelés par des résidents de l'immeuble un peu plus tôt pour réparer l'ascenseur qui rencontrait visiblement quelques problèmes. Seulement, les deux professionnels, plutôt que de faire des réparations sur le moment, décident de remettre cette tâche à plus tard. Afin de sécuriser l'ascenseur, ils coupent alors l'alimentation électrique. Cependant, ils n'ont pas pris le temps de vérifier que personne se trouvait à l'intérieur à ce moment-là, notamment en ouvrant les portes. Ouais, c'est effroyable, car la malheureuse Madame Wu, elle, se trouvait bien à l'intérieur à ce moment-là. Le temps passe et les deux techniciens reviennent pour réparer l'ascenseur le 1er mars 2016. Oui, vous avez bien entendu. Depuis leur dernière intervention, 1 mois s'est écoulé. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent et ils font alors une découverte effroyable, celle d'une Madame Wu, morte de faim et de déshydratation, et d'une cabine d'ascenseur remplie de marques de lutte. Ces cris de détresse n'ont visiblement jamais été entendus par les autres habitants. Les techniciens de maintenance seront arrêtés pour négligence et la licence de la société de maintenance qui les emploie suspendue. Duel en haute altitude. 3 mai 1808, dans le ciel de Paris. Deux gentilshommes français, M. de Grandpré et M. Le Pic, se préparent à s'engager dans un duel suite à une querelle acharnée pour obtenir le cœur d'une célèbre danseuse d'opéra. Mais au lieu de se battre au sol avec des armes à feu, comme le veut la tradition, ils choisissent un champ de bataille, pour le moins incongru. En effet, les deux adversaires montent chacun dans une montgolfière, accompagnés de leur second. Les deux ballons s'élèvent dans le ciel parisien, et une fois arrivés à l'altitude désirée, ils devront non pas se tirer directement dessus avec des pistolets, mais ils devront viser le ballon de leur adversaire avec des tromblons, afin de le crever et ainsi faire chuter l'autre. Les deux ballons manœuvrent pour prendre position et le duel commence. C'est le ballon de Monsieur Le Pic qui est touché. L'enveloppe se dégonfle rapidement et la montgolfière entame une chute vertigineuse vers le sol. Le ballon s'écrase avec violence et comme vous le devinez, ni Monsieur Le Pic ni son second ne survivent à l'impact. Monsieur de Grandpré, dont le ballon est resté intact, est alors déclaré vainqueur. Ouais, même si moi aussi je trouve cette histoire plutôt géniale, il n'existe malheureusement pas vraiment de source parfaitement fiable qui pourrait nous confirmer, à coup sûr, que ce duel a bien existé. Le jour où Gregory Biggs a rencontré un démon. Nous sommes du côté de Fort Worth, au Texas, aux États-Unis. Le 26 octobre 2001, Shante Jawad Mallar, une femme de 25 ans travaillant comme aide-soignante, conduit sa voiture après avoir passé la nuit à boire et à consommer des drogues. C'est alors qu'elle heurte violemment Gregory Glenn Biggs,
un sans-abri de 37 ans qui marchait sur le bord de la route. Le choc est effroyable. Propulsé dans le pare-brise, Gregory Biggs se retrouve coincé en partie à l'intérieur du véhicule. Malgré la violence de la collision, il est toujours en vie, mais grièvement blessé. Et c'est là que les choses deviennent particulièrement épouvantables. Au lieu de s'arrêter et d'appeler les secours, la conductrice décide de rentrer chez elle. Elle gare son véhicule dans son garage, abaisse la porte et laisse Gregory Biggs toujours piégé dans le pare-brise, agoniser seul dans l'obscurité. Elle reviendra vérifier son état à plusieurs reprises mais sans jamais appeler les secours. Au bout de quelques heures, l'homme succombe à une hémorragie. Son corps inanimé restera coincé dans le pare-brise de la voiture pendant 2 jours, avant que Chante Malard ne décide d'appeler des amis pour l'aider à abandonner le corps dans un parc. Finalement, la femme est arrêtée 4 mois plus tard par la police après s'être vantée de cette histoire lors d'une fête. Ses propos entendus par des témoins mèneront à sa dénonciation. Lors de son procès en 2003, Chante Malard sera reconnu coupable de meurtre et condamné à 50 ans de prison. Le dosage fatal de Tom Mansfield. Le 5 janvier 2021, Tom Mansfield, 29 ans, coach sportif, se trouve chez lui, dans la ville de Colwyn Bay au Pays de Galles. Il vient de recevoir une commande de caféine en poudre, un supplément couramment utilisé pour booster les performances sportives. Tom a l'intention de se préparer une boisson en y ajoutant la dose recommandée de caféine en poudre qui se situe entre 60 et 300 mg. Seulement, il utilise une balance de cuisine ordinaire pour peser cette minuscule quantité. Or, cette balance a une sensibilité limitée. Elle ne peut pas mesurer précisément en dessous de 2 grammes. Et c'est là que Tom Mansfield va faire une erreur terrible. En tentant de mesurer sa dose, il va se tromper et va consommer plusieurs grammes du produit concentré plutôt que quelques milligrammes. Il ingère alors en une seule fois l'équivalent en caféine de 200 tasses de café. C'est terrible. Peu de temps après avoir bu le mélange, Tom se plaint de fortes douleurs à la poitrine et sent son cœur battre à toute vitesse. Il commence à mousser au niveau de la bouche. Son état se dégrade rapidement. Il est alors victime d'une crise cardiaque. Les secours sont appelés d'urgence, il est transporté à l'hôpital où les médecins tentent de le réanimer, mais il est trop tard. Tom Mansfield succombe à une overdose accidentelle de caféine. Le taux dans son sang, à ce moment-là, sera mesuré à 392 mg par litre, une concentration d'une toxicité extrême. Darren Hickey l'aura pour toujours à travers la gorge. Darren Hickey, un homme de 51 ans qui travaille comme wedding planner, se trouve sur un mariage, en ce jour du 4 avril 2019. Vers midi, le chef engagé pour l'occasion lui propose de goûter une croquette de poisson qu'il vient de préparer. Darren Hickey accepte et croque dedans. Seulement, l'aliment est extrêmement chaud, et en l'avalant, il se brûle gravement l'intérieur de la gorge. La douleur est intense. Plus tard dans l'après-midi, alors que la douleur empire, il se rend aux urgences d'un hôpital. Les médecins, sans matériel adéquat, n'arrivent pas vraiment à détecter la brûlure qui se trouve sans doute en profondeur et le renvoient chez lui avec du paracétamol. Darren Hickey s'exécute et va se reposer dans sa chambre. Mais au fil des heures, la brûlure va provoquer un gonflement important au niveau de sa gorge. Vers 21h, son compagnon l'entend alors faire des bruits bizarres et constate qu'il est en fait en train de s'étouffer. Les secours arrivent et Darren Hickey est transporté à l'hôpital. Seulement, moins de 12 heures après avoir croqué cette bouchée de poisson, il succombe. Le médecin légiste qui examinera son cas déclara que les symptômes subis par l'homme étaient typiquement ceux que l'on retrouvait chez les victimes d'incendie, lors d'inhalation de fumée brûlante. John Ratcliffe et le prix exorbitant du maïs.
Peut-être que certains d'entre vous connaissent le personnage historique de John Radcliffe, le méchant que vous avez peut-être rencontré la première fois dans le dessin animé Pocahontas. Eh bien sachez qu'il a eu visiblement un destin plutôt atroce. Nous sommes à Jamestown, en Virginie, pendant un terrible épisode de famine durant l'hiver 1609-1610. La colonie anglaise manque cruellement de vivres. John Radcliffe, l'un des dirigeants de la colonie, mène une expédition avec environ 25 hommes pour tenter de négocier du maïs auprès du chef Powhatan. Seulement, cette mission tourne au piège. Les Powhatan tentent une embuscade aux colons, et la plupart des hommes de Radcliffe sont massacrés. Lui est capturé vivant. Et selon certaines légendes historiques, John Radcliffe aurait été ensuite ligoté à un poteau, nu, en face d'un feu. Des femmes de la tribu lui auraient alors retiré lentement des lambeaux de peau, non pas avec des couteaux, mais en utilisant des coquilles de moule aiguisées. Chaque morceau de peau arraché aurait été ensuite jeté dans le feu, l'obligeant à voir sa propre chair se consumer. Ouais, c'est effroyable. D'autant plus quand on sait qu'a priori il serait remonté du bas de son corps jusqu'à son visage. Finalement, après avoir été atrocement torturé, John Radcliffe sera achevé et son corps brûlé dans le bûcher, toujours selon la légende. Mary Mallon la pestiférée. Mary Mallon naît le 23 septembre 1869 en Irlande et immigre aux États-Unis vers 1883. Elle devient ensuite cuisinière à New York. Seulement, quel que soit le lieu où elle exerce, des cas de typhoïde apparaissent à chaque fois. Une maladie infectieuse très grave et mortelle. Des enquêtes sanitaires ont lieu et finissent par remonter jusqu'à elle, l'identifiant comme la source de plus de 7 épidémies ayant causé entre 50 et 122 infections et au moins 5 décès. Mary Mallon, sans le savoir, portait en elle la bactérie de la fièvre typhoïde, ce qui faisait d'elle une porteuse saine, capable de transmettre la maladie sans jamais la déclarer elle-même. Surnommée Typhoïde Mary par les médias, elle est appréhendée une première fois et mise en quarantaine forcée le 19 mars 1907 sur une île de New York dans l'hôpital de Riverside. Elle y restera environ 3 ans et sera libérée en février 1910 à une seule condition, celle de ne plus travailler en cuisine. Seulement Mary Mallon ne pensait pas vraiment être dangereuse et reprit alors son ancien métier bien mieux payé que les autres, sous 2 faux noms. À chacune de ces nouvelles prises de poste, de nouveaux foyers de typhoïde éclataient. Le 27 mars 1915, Mary Mallon est retrouvée, travaillant comme cuisinière sous un pseudonyme dans un hôpital en pleine épidémie. De nouveau appréhendée, elle est renvoyée en quarantaine à l'hôpital de Riverside. Seulement cette fois, pour un aller simple. Mary Mallon passera le reste de sa vie en isolement, coupée du monde extérieur sur cette petite île. Vers 1932, 6 ans avant sa mort, elle sera victime d'un AVC qui la paralysera. Après un total de 26 ans d'isolement, Mary Mallon décédera le 11 novembre 1938 à l'âge de 69 ans, officiellement d'une pneumonie. Son autopsie confirmera qu'elle était toujours porteuse de la bactérie. Ça sent le roussi pour Charles II de Navarre. Charles II, roi de Navarre, surnommé le Mauvais en raison de sa réputation de manipulateur et de son rôle ambigu dans la guerre de 100 ans, oscillait entre soutien aux Anglais et aux Français selon ses intérêts, dans l'espoir de revendiquer le trône de France. Seulement il n'arrivera jamais à ses fins, et devra se contenter de rester roi de Navarre, jusqu'à sa mort en 1387. Une mort dont les circonstances sont assez troubles et difficilement vérifiables, mais voici ce qui se serait passé. Cette année-là, Charles II, qui se trouve à Pampelune dans son palais des rois de Navarre, est de plus en plus malade. Son état de santé se dégrade. On ne sait pas vraiment ce qu'il a, mais le roi passe de plus en plus de temps alité. Pour tenter de le soigner, ses médecins lui administrent alors un traitement plutôt inhabituel. Ils enveloppent entièrement le roi dans un linge imbibé d'alcool. L'objectif ? Provoquer une forte transpiration pour éliminer ce qu'on appelait à l'époque les humeurs, et ainsi revigorer son corps grâce
à la chaleur et aux propriétés de l'alcool. Et selon certaines chroniques historiques, une servante, qui était alors en train de coudre le linge pour le refermer, se serait saisie d'une flamme pour couper un de ses fils. Ouais, vous l'avez compris, le linge imbibé d'alcool s'est embrasé. Le roi Charles II de Navarre sera alors brûlé vif dans son propre lit. Seulement, son calvaire ne se serait pas arrêté là. En effet, il est possible qu'il ne soit pas mort sur le coup, et qu'il ait agonisé pendant plusieurs jours, voire près de 2 semaines, dans d'atroces souffrances, avant de succomber à ses brûlures le 1er janvier 1387. Terry Case avait du vent entre les oreilles. Nous sommes dans l'après-midi du 23 janvier 1978 à Los Angeles, aux États-Unis. Terry Case, le guitariste et chanteur du groupe de rock et jazz rock Chicago, se rend chez un technicien du groupe, Don Johnson, après avoir passé une nuit de fête. Dans des circonstances plutôt floues, Terry Case commence à manipuler des armes à feu qui tentent a priori à plutôt le fasciner. Il prend d'abord un revolver calibre 38, non chargé, le met sur sa tempe et appuie sur la gâchette. Don Johnson demande à Terry Case à plusieurs reprises de faire attention. Il saisit alors un pistolet semi-automatique 9 mm et se penche en arrière sur sa chaise et dit à Don Johnson « Ne t'inquiète pas pour ça, regarde, le chargeur n'est même pas dedans. Qu'est-ce que tu crois que je vais faire? Me faire sauter la cervelle ?» Terry Case, pour montrer alors à Don Johnson qu'il n'y a rien à craindre, plaque le canon de l'arme sur sa tempe et appuie sur la gâchette. C'est épouvantable. Terry Case a fait une erreur tout simplement incompréhensible et se fait sauter la tête. Ouais, Terry Case savait bien retirer le chargeur de l'arme, mais il avait oublié de vérifier s'il restait une balle dans la chambre. Terry Case décédera sur le coup, 8 jours avant son 32e anniversaire. Le sort effroyable du petit Bronson. Décembre 2023, peu après Noël en Angleterre. Kenneth Basterby, âgé de 60 ans et séparé de la mère de son fils, vit avec le petit Bronson, 2 ans, dans un appartement de la ville de Skegness. La famille est alors suivie par les services sociaux de la ville. Seulement, autour du 29 décembre 2023, Kenneth Basterby est pris d'un malaise et s'écroule sur le sol de l'appartement. C'est terrible. Il vient d'être victime d'une crise cardiaque fatale. Le petit Bronson se retrouve alors livré à lui-même. Trop petit pour comprendre ce qui est arrivé, et encore moins pour ouvrir la porte de l'appartement ou appeler de l'aide, il se retrouve piégé dans l'appartement. Il y a bien de la nourriture, notamment les restes du dîner de Noël dans le réfrigérateur, mais tout est inaccessible pour l'enfant. Les différentes collations ayant aussi été placées en hauteur par son père. C'est atroce. Les jours passent, le 2 puis le 4 janvier, une assistante sociale qui devait leur rendre visite se présente. Elle n'obtient aucune réponse. Inquiète, elle en informe la police, mais ceux-ci n'interviennent pas pour forcer la porte de l'appartement à ce moment-là. Ce n'est que le 9 janvier 2024, 10 jours après le décès de Kenneth Basterby, que l'assistante sociale parvient à mobiliser le propriétaire pour ouvrir le logement. Comme vous l'imaginez, la découverte est effroyable. Kenneth Basterby est retrouvé, mort. Et à côté de lui, recroquevillé, se trouve le corps sans vie du petit Bronson. L'autopsie confirmera la cause de sa mort, la faim et la déshydratation. Il est à noter que suite à cette affaire tragique, l'intervention de la police, entre le moment où ils ont été alertés, les 2 et 4 janvier, et la découverte des corps, le 9 janvier, a fait l'objet d'une enquête menée par l'Independent Office for Police Conduct, IOPC, chargé de contrôler la police en Angleterre. Seulement, en septembre 2024, l'IOPC conclura qu'il n'y avait aucune indication permettant de mettre en évidence une faute impliquant un des membres de la police du Lincolnshire. Le secret macabre de Melvin Chelsea Carr. Nous sommes le 20 avril 1977, à Indianapolis aux États-Unis, lorsque la femme d'un certain Melvin Chelsea Carr rentre à la maison et découvre
alors une scène d'horreur dans le garage familial. En effet, elle retrouve son mari mort sur le sol. Pire, elle constate qu'il y a également 3 cadavres dans le coffre ouvert de la voiture. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? Eh bien, Melvin Chelsea Carr était en fait un tueur en série. La nuit précédant sa mort, l'homme avait kidnappé sous la menace d'une arme 3 personnes. Sandra Harris, 17 ans, Karen Miles, 24 ans, et son fils de 2 ans, Robert Miles Jr., et avait ensuite enfermé ses victimes dans le coffre de sa voiture. C'est donc dans ce contexte, alors de retour chez lui, qu'il les a tués, en faisant passer un tuyau du pot d'échappement de sa voiture jusqu'au coffre toujours fermé, afin de diffuser de façon concentrée du monoxyde de carbone, et ainsi asphyxier les 3 victimes. Un acte tout simplement effroyable. Seulement, cette nuit-là, tout ne va pas se passer comme prévu. En effet, alors qu'il mettait à exécution son plan, Melvin Chelsea Carr a ensuite ouvert le coffre pour vérifier que tout avait fonctionné comme prévu. En l'ouvrant, il a été lui-même exposé à une concentration massive de monoxyde de carbone. Malgré ses tentatives pour s'en protéger, notamment en mettant un mouchoir sur son nez et sa bouche, il en a inhalé une grande quantité et a succombé à son tour. Et c'est donc quelques heures plus tard que sa femme va faire cette découverte épouvantable. David Nunes Moreira, ou le prix du silence. Mi-février 2024, dans la ville de Vitória da Conquista, au Brésil. David Nunes Moreira, âgé de 14 ans, endure depuis plusieurs jours des douleurs atroces. Des vomissements, son état de santé ne fait que se détériorer, et ce de manière alarmante. Il est alors transporté à l'hôpital, souffrant intensément. Les médecins sont d'abord plutôt circonspects, alors que son état continue de s'aggraver. Le jeune homme va alors avouer ce qu'il a fait 7 jours plus tôt, lorsque son père va retrouver sous l'oreiller de son lit une seringue. On ne sait pas dans quel contexte cela est arrivé, peut-être est-ce en lien avec un défi sur les réseaux sociaux ou même avec des amis, mais David Nunes Moreira s'est injecté dans la jambe un mélange qu'il a lui-même préparé. Des restes de papillons morts, écrasés, mélangés à de l'eau. Ouais, cela n'a aucun sens. Seulement les toxines présentes dans les restes du papillon ont provoqué un choc septique chez l'adolescent. Et c'est donc 7 jours après son hospitalisation, malgré les efforts du personnel médical, que David Nunes Moreira succombera à ce geste parfaitement insensé le mercredi 19 février 2024. Gareth Williams et sa passion étrange. 23 août 2010 à Londres. Gareth Williams, un homme de 31 ans employé par l'agence de renseignement britannique MI6 pour surveiller les communications électroniques, n'est pas venu travailler depuis plusieurs jours. C'est alors que ses supérieurs hiérarchiques décident de contacter la police pour se rendre à son appartement. Seulement, les policiers vont faire une découverte tout à fait effroyable. En effet, en entrant dans cet appartement parfaitement sécurisé, ils vont retrouver le corps sans vie de Gareth Williams, enfermé à l'intérieur d'un sac de sport dans une baignoire. Le corps est en décomposition et se trouve sans doute dans le sac depuis au moins une semaine. Chose surprenante, le sac est cadenassé de l'extérieur, mais les clés du cadenas sont retrouvées à l'intérieur du sac. La thèse la plus probable est que Gareth Williams a sans doute été enfermé à l'intérieur du sac par quelqu'un d'autre. Seulement, l'enquête va finalement venir nuancer les choses. En effet, bien qu'extrêmement improbable, l'homme se serait en fait peut-être lui-même enfermé dans le sac. Après enquête, les policiers vont découvrir que Gareth Williams, en consultant son ordinateur, avait un penchant pour la claustrophilie, c'est-à-dire le fantasme d'être enfermé, confiné, dans un espace extrêmement réduit. Encore plus édifiant, des experts réussiront à reproduire l'exploit de s'enfermer dans un sac de sport en le cadenassant eux-mêmes, tout en étant à l'intérieur. Bien que cela n'ait pas convaincu sa famille, persuadé qu'il n'était pas seul au moment des faits,
Comme le médecin légiste d'ailleurs, l'enquête de la police se dirigera pourtant vers une mort accidentelle. Malheureusement, nous ne saurons jamais sans doute ce qui s'est vraiment passé ce jour-là. Le point levé de Carl McCune. Carl McCune, un photographe américain âgé de 34 ans, est déposé par hydravion fin mars 1981 sur un lac isolé au pied des Brook Range en Alaska. Son projet consistait à passer 5 mois sur place pour photographier la faune et la flore. Il devait ensuite être récupéré en août par avion. Seulement Carl McCune a fait une énorme erreur. En effet, pensant avoir organisé son rapatriement, il a en fait oublié de confirmer avant de partir le lieu et la date exacte au pilote. L'été se poursuit et il ne voit aucun avion à l'horizon. Jusqu'au jour où, par chance, un avion de reconnaissance en vol de routine de la police d'État de l'Alaska survole son campement. Pour signaler sa détresse, McCune agite un sac de couchage orange, puis lève le poing en l'air. Le problème, c'est que son geste est généralement interprété comme un signe indiquant que tout va bien. L'appareil, alors, poursuit son vol sans s'arrêter. Les semaines suivantes, les températures baissent drastiquement. À la mi-décembre, ses provisions sont épuisées et il n'a presque plus de munitions pour chasser. Dans une entrée de son journal datée du 18 décembre 1981, il écrit alors une lettre à son père et justifie sa décision ultime de mettre fin à ses jours pour échapper à la souffrance. Le 2 février 1982, un avion de la police d'État, parti à sa recherche, atterrit sur le lac. Il trouve alors la tente de Carl McCune. À l'intérieur gît son corps, partiellement congelé, accompagné d'un journal, d'une centaine de pages et de la lettre destinée à son père. La peur de chuter de Gail Greens. Nous sommes en 1998. Gail Greens, alors âgée de 33 ans et qui vit du côté de Stuart, en Floride, avec son compagnon vient de se casser la jambe. Immobilisée pendant plusieurs semaines, elle guérit, mais se casse tout de suite après l'autre jambe. Plutôt mise à mal par l'enchaînement de ses fractures et l'immobilisation, la jeune femme commence à s'isoler, mais surtout à de plus en plus limiter ses déplacements, jusqu'à vivre 24 heures sur 24 dans son canapé, la conduisant, au bout de 6 ans, à se retrouver dans une situation d'obésité extrême. Seulement au fil des années, assise continuellement sur ce canapé, Gail Greens est devenue incapable d'accomplir les gestes les plus essentiels, comme se rendre aux toilettes. En août 2004, atteinte de difficultés respiratoires, son frère et sa petite amie, qui lui rendaient alors visite, décident d'appeler les urgences. Une équipe se déplace et constate alors que la situation est parfaitement effroyable. Ils doivent enfiler des équipements de protection car la puanteur est insupportable. Le logement, du sol au mur, est maculé d'excréments et de déchets. Son compagnon dira avoir tout fait pour prendre soin d'elle, mais que c'était impossible de la lever du canapé. Seulement, il y a encore plus préoccupant. En effet, la peau de Gail Greens a fusionné avec le canapé. Pendant 6 heures, les équipes chirurgicales se mobilisent et tentent désespérément de dissocier sa peau du canapé pour l'en faire sortir. Malheureusement, c'est impossible. L'équipe de 12 pompiers décide alors de mobiliser un brocart en bois improvisé et une remorque pour la transporter à l'hôpital dans son canapé. Malgré leurs efforts, Gail Greens décédera à l'hôpital la nuit même, le 11 août 2004, à l'âge de 39 ans, d'une insuffisance respiratoire. Tancredo Neves, le mort-vivant. Tancredo Neves est démocratiquement élu président du Brésil par un collège électoral en janvier 1985. Seulement le nouveau président tombe malade, une journée avant de prêter serment, le 15 mars 1985. Il souffre de douleurs abdominales ainsi que d'une infection et subit alors une opération en urgence. José Sarney, son vice-président, prend alors l'intérim. Après plusieurs jours d'inquiétude, le peuple brésilien apprend qu'une nouvelle intervention chirurgicale doit avoir lieu.
Des rumeurs commencent à être propagées sur l'état de santé du président, entre décès, voire assassinat. Le spectre d'un coup d'État militaire est dans toutes les têtes. Afin d'éteindre la polémique, le cabinet du président décide de solliciter le photographe Gervasio Batista, afin d'organiser une séance photo mettant en scène le président, et ce afin de rassurer le pays. Les photos sont réalisées le 25 mars 1985 et diffusées dans les journaux le 26 mars. Seulement, Tranguedo Neves sur les photos, bien qu'entouré par des médecins souriants, semble bien mal en point, et avec une mine affreuse. Certains journaux pensent même que ces photos sont en fait une mise en scène dans laquelle a été placé le corps sans vie du président. Dans une interview, en 2008, Gervasio Batista confirmera que le président élu était en fait bel et bien vivant, malgré les rumeurs. Peu après, Tancredo Neves sera victime d'une hémorragie interne et devra subir 5 nouvelles opérations. Il décédera finalement le 21 avril 1985. José Sarney, son vice-président, lui succédera donc officiellement. La machine de radiothérapie qui tue. Nous sommes en 1982, lorsque le Terac 25, une machine de radiothérapie destinée à soigner les cancers, est mise en service. Véritable machine de pointe, à l'époque, le Terac 25 se distinguait alors par un contrôle entièrement informatisé. La machine est alors déployée dans les centres de traitement du cancer aux États-Unis et au Canada, avec la promesse d'une plus grande efficacité et d'une plus grande simplicité dans son utilisation. Seulement, entre juin 1985 et janvier 1987, des erreurs de programmation et des mauvaises interprétations des messages d'erreur par le personnel vont conduire la machine à administrer des doses de radiation jusqu'à 100 fois supérieures à celles prévues. En effet, on estime que des doses allant de 130 à 200 Gray ont pu être administrées, alors qu'une dose thérapeutique habituelle pour ces traitements est normalement d'environ 2 Gray. Il est à noter qu'une dose de 10 Gray peut être déjà létale. Au total, 6 patients subiront des overdoses fatales de rayons. À chaque fois, les patients qui recevront cette surdose se plaindront de sensations de brûlure, et ce dès l'activation de la machine. Peu prises au sérieux dans un premier temps, malgré leurs plaintes, certaines victimes vont alors subir des douleurs terribles dans les zones irradiées, des brûlures, des nécroses, et dans certains cas, une paralysie, voire des dommages neurologiques irréversibles, entraînant des comas, puis la mort. Bref, là où le Terac 25 aurait dû participer à sauver la vie des patients, il n'aura en fait qu'accélérer leur décès, voire la provoquer. Taylor Johnstrom et l'ironie du destin. Le 24 mai 2022, sur l'Interstate 95 en Floride, après une soirée réunissant une communauté passionnée de moto, la célèbre TikTokeuse Taylor Johnstrom, âgée de 22 ans, rentre chez elle, sur sa moto, en compagnie de 3 autres motards. Pour une raison qui reste inconnue, les 4 motards entrent alors en collision. Et dans le chaos de la chute, Taylor Johnstrom se fait percuter par un SUV circulant sur la même voie. Elle, ainsi qu'un autre motard impliqué, décèdent sur le coup. Malheureusement, on pourrait dire qu'il s'agit d'un accident certes extrêmement tragique, mais aussi tristement banal. Cependant, ce qui rend l'événement un peu particulier, c'est un petit détail qui vient nous rappeler que parfois, le destin peut être sacrément ironique. Car en effet, c'est seulement quelques heures avant sa mort que Taylor Johnstrom, alias Ninja Tay 21, postera sur TikTok une vidéo pour le moins surprenante où elle ironisait sur les messages d'avertissement des personnes, lui répétant sans cesse qu'elle allait se faire tuer sur son engin. Kelly Riley et la trahison de Mendoza. Nous sommes le 22 juillet 2024, dans un appartement de Wexford, au Royaume-Uni, lorsque Kelly Riley, 33 ans, rentre brièvement chez elle pour effectuer quelques tâches ménagères et s'occuper de son chien, après avoir passé la nuit en face, dans l'appartement de son compagnon.
Kelly Riley vit avec son animal de compagnie Mendoza, un chien adopté en 2022 qu'elle considère alors comme son propre enfant. L'American Bulldog, qui n'a jamais montré de problème de comportement, va pourtant faire quelque chose de tout à fait effroyable. Alors encore présente dans l'appartement, Kelly va être victime d'une crise d'épilepsie convulsive. Cette crise la fait alors chuter et perdre connaissance. Seulement, vulnérable et en train de convulser au sol, son American Bulldog va se jeter sur elle et lui infliger des morsures extrêmes, notamment au niveau de la tête et du cou, occasionnant des blessures épouvantables. Au bout de 15 minutes, son compagnon, Noel Springs, 50 ans, ne la voyant pas revenir, décide de se rendre chez sa compagne. Il retrouve alors Kelly Riley inanimée, dans un état effroyable. Devant la gravité de la situation, il appelle immédiatement les services d'urgence, les ambulanciers et les équipes médicales interviennent rapidement, seulement il est déjà trop tard. Anand Yadav était prête à avaler n'importe quoi. District de Chhattisgarh, en Inde. Nous sommes le 14 décembre 2024 lorsque Anand Yadav, un homme de 35 ans qui vient de prendre son bain, est soudainement pris de violents vertiges qui l'amènent à s'effondrer au sol. Transporté d'urgence au Medical College Hospital d'Ambikapur, il rencontre des difficultés extrêmes pour respirer, au point de finalement mourir asphyxié. Vous vous demandez sans doute ce qui a bien pu se passer. Eh bien, lors de l'autopsie, le docteur Santu Bag va découvrir avec stupéfaction quelque chose de parfaitement improbable. Et pour cause. Il va retrouver un poussin parfaitement vivant, d'environ 20 cm logé dans l'estomac du défunt. L'incision pratiquée dans le cou révélera que l'oiseau, en déployant ses ailes, avait obstrué à la fois la trachée et l'œsophage d'Anand Yadav, conduisant l'homme à l'asphyxie. L'enquête révélera que Anand Yadav était a priori victime de problèmes de fertilité, et afin de résoudre son problème, l'homme avait choisi de participer à un rituel de fertilité impliquant l'ingestion d'un poussin vivant, proposé par un spécialiste local en tantrisme, un courant hindouiste mêlant yoga, méditation et sexualité. Seulement, comme vous le savez déjà, tout ne s'est pas passé comme prévu. Rosalind Walker et son lit meurtrier. 1er mars 2023, à Godfrey, dans l'Illinois aux États-Unis. Rosalind Walker, une grand-mère de 80 ans, fait du rangement dans sa chambre. Elle possède un lit de la marque Sleep Number, avec des têtes de lit ajustables qui peuvent se relever à partir d'une télécommande. Seulement ce jour-là, il va se passer quelque chose de parfaitement improbable. Alors que Rosalind Walker va longer le mur en passant derrière son lit, la tête du lit, qui est alors surélevée, va redescendre soudainement sur la grand-mère, la coinçant entre le lit et le mur. Le problème, c'est que la force appliquée par la tête du lit, combinée au poids du lit lui-même, l'empêche de se dégager. Rosalind Walker a 80 ans et a très peu de force. Elle est littéralement piégée, incapable de bouger. Les heures passent et la vieille femme faiblit. Un jour, 2 jours se passent et la situation ne bouge pas. En grande souffrance, elle ne cherche même plus à lutter et attend son heure. Les services d'urgence sont enfin prévenus et interviennent le 3 mars 2023, sans doute à l'initiative de sa fille inquiète de ne pas avoir de nouvelles. Ils parviennent enfin à la libérer, seulement l'écrasement, la position contrainte prolongée et le manque d'eau et de nourriture ont particulièrement malmené Rosalind Walker, aussi bien physiquement que psychologiquement. Après un passage en rééducation et une hospitalisation à domicile, et ce, 1 mois après avoir été libérée du lit, Rosalind Walker succombera à cet événement traumatique le 3 avril 2023. Kenneth White, victime de l'inconscience. Ce 18 octobre 2017, Kenneth White, père de 4 enfants, se trouve comme passager dans un fourgon conduit par un de ses collègues, dans ce qui devait être une journée des plus ordinaires. Alors que le véhicule file sur l'autoroute près de Flint, dans le Michigan, une pierre d'environ 2,7 kg fend l'air, s'écrase violemment sur le pare-brise du fourgon et fracture le crâne et le visage
de Kenneth White. Il est transporté d'urgence à l'hôpital Hurley Medical Center de Flint, seulement il succombe dans la même journée à ses blessures. Rapidement, les autorités ouvrent une enquête pour comprendre ce qui s'est passé et la découverte qu'ils vont faire est plutôt désarmante. En effet, ils vont découvrir que ce caillou a en fait été lancé par un groupe d'adolescents qui se trouvait sur un pont, le Dodge Road Overpass, juste au-dessus de l'autoroute que Kenneth White traversait ce jour-là avec son collègue. Pourquoi ont-ils lancé une pierre ? Eh bien tout simplement par jeu, bêtise et inconscience. Leur but ? Toucher des voitures en mouvement avec des pierres et marquer le plus de points possible. Immédiatement après le lancer, les adolescents ont fui la scène dans leur pick-up et se sont rendus dans un fast-food local, parfaitement inconscients du drame qu'ils venaient de provoquer. Seulement, plus les jours passaient et plus l'étau se resserrait sur eux. Le 20 octobre 2017, en apprenant le décès du père de famille, ils échangent alors des SMS pour se couvrir les uns les autres. Finalement, leur pick-up est tracé et repéré sur les caméras de surveillance de la ville. Lors du procès, l'adolescent de 17 ans, ayant jeté la pierre, plaidera coupable, et en dépit des conséquences catastrophiques de son geste, il passera seulement 3 ans en prison. Patrick Cooper n'a malheureusement pas couru assez vite. Nous sommes le 18 juin 2017, sur les sentiers escarpés de Bird Ridge, en Alaska. Patrick Cooper, 16 ans, participe à la Robert Spur Memorial Hill Climb, une course de montagne exigeante où les coureurs traversent des terrains sauvages et boisés. Seulement, à la moitié du parcours, Patrick Cooper quitte le sentier balisé. Il s'éloigne du trajet principal et s'enfonce dans une zone plus dense, où la végétation masque sa visibilité. Et c'est à cet instant précis que surgit un ours noir, un ours qui va alors le traquer. Vers 12h37, dans un geste de panique, Patrick arrive malgré tout à envoyer un texto tout en courant à sa mère. « Un ours me poursuit !» Ces quelques mots permettent de déclencher l'alerte. Sa mère prévient alors immédiatement les organisateurs de la course qui mobilisent une équipe de recherche. Les rangers du parc de Suga utilisent le signal du téléphone de Patrick pour le localiser. Ils s'enfoncent dans la forêt et ce qu'ils vont découvrir est terrible. À 500 mètres du sentier, sur une pente raide, le corps de Patrick, littéralement lacéré, gît, sans vie, sur le sol. L'ours, lui, est toujours là, veillant sur le cadavre. Le ranger n'a pas d'autre choix que d'ouvrir le feu. La balle atteint l'ours en pleine face, mais il parvient à s'enfuir. L'ours ne sera jamais retrouvé. Chen Zhongyu, le plus hardcore des gamers. 1er février 2012, dans un cybercafé de New Taipei City, Taïwan. Chen Zhongyu, un jeune homme de 23 ans, s'installe devant son écran, prêt à plonger dans une session marathon du célèbre MOBA, League of Legends. Les heures s'enchaînent de façon ininterrompue autour de lui. Une trentaine de joueurs sont aussi absorbés que lui dans leur partie. Vers midi, une serveuse aperçoit Chen Zhongyu, toujours à sa place en train de parler au téléphone. Rien d'anormal. Mais lorsque la nuit tombe, après 23 heures de jeu non-stop, le jeune homme devient tout à coup immobile, les mains agrippées sur le clavier et la souris. Personne autour de lui ne saisit ce qui est en train de se passer. En effet, ce n'est que 9 heures plus tard que la serveuse tente de le réveiller. Seulement, Chen Zhongyu ne réagit pas. Son corps est devenu rigide et son visage sans expression. Les secours sont appelés et ne peuvent que constater le décès du jeune homme. L'enquête conclut à une crise cardiaque sans doute liée à une fragilité congénitale et probablement déclenchée par l'épuisement, le froid et surtout le fait d'être resté en grande partie immobile, et ce, pendant plus de 23 heures. Kyle Lake et la boucle électrique. Nous sommes au Texas dans l'enceinte de l'université Baptist Church. Ce matin du 30 octobre 2005, Kyle Lake, pasteur de 33 ans, s'apprête à célébrer un baptême devant plus de 800 fidèles réunis pour l'occasion. Alors qu'il entre dans la piscine de baptême, Kyle Lake est immergé dans l'eau jusqu'à la taille. Seulement, en un instant, tout bascule.
Kyle Lake tend la main pour rapprocher de lui le microphone filaire installé sur un pied. Un geste anodin, une routine qu'il a répété des dizaines de fois, mais cette fois-ci, quelque chose de différent va avoir lieu. En effet, Kyle est électrocuté sous les yeux horrifiés des fidèles et s'effondre dans l'eau, incapable de réagir. Le choc est brutal. L'eau était déjà en fait parcourue par un courant généré par un système de chauffe-eau défaillant. Ainsi, lorsque Kyle Lake est entré dans l'eau et a touché le microphone, il a refermé le circuit, créant une boucle électrique, ce qui a provoqué une électrocution immédiate. Dans la panique, plusieurs membres de l'Assemblée se précipitent pour tenter de le sauver. Des médecins présents dans la salle interviennent aussitôt, pratiquant des manœuvres de réanimation pendant 40 minutes. Miraculeusement, personne d'autre ne sera électrocuté. Transporté en urgence à Hillcrest Baptist Medical Center, Kyle est déclaré mort à 11h30. La femme qu'il s'apprêtait à baptiser, elle, n'ayant pas encore pénétré dans l'eau au moment du drame, a eu sans doute ce jour-là une sacrée chance. Svetlana Roslina et la chocolaterie. 14 décembre 2016. Dans l'enceinte de l'usine de confiserie Sergeï Posad, à Fedortsovo, près de Moscou. Svetlana Roslina, une ouvrière de 24 ans, s'affaire à son poste de travail lorsque quelque chose de parfaitement effroyable va se produire. Selon les témoignages qui peuvent varier, Svetlana aurait laissé tomber son téléphone portable dans une des cuves géantes de chocolat fondu de l'usine. Dans un geste instinctif, elle aurait alors tout de suite tenté de le récupérer. Seulement, elle aurait perdu l'équilibre et aurait basculé dans la cuve. Une autre version suggère qu'elle était plutôt en train de vider un sac d'ingrédients dans le mélangeur industriel lorsqu'elle a été aspirée par la machine. Dans les deux cas, le résultat a conduit à la même scène d'horreur. En effet, d'après les ouvriers présents sur place, Svetlana Roslina se serait fait broyer par les lames rotatives de la machine. Seules ses jambes seraient alors restées visibles. Un détail épouvantable qui aurait marqué certains témoins. Les secours dépêchés sur place n'ont rien pu faire. Une enquête a été immédiatement ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l'accident, mais malheureusement, elle n'a jamais été rendue publique. Richard Pananian et le sacrifice inutile. 30 octobre 2015. Richard Pananian, un jeune homme de 20 ans, roule à vive allure dans sa Ford Fiesta de 2004, filant vers son nouveau travail, dans un garage automobile d'Ellendale, à Los Angeles. Quelques jours plus tôt, sa famille, profondément attachée à leur culture arménienne et aux traditions qui s'y rattachent, avait réalisé un matag, un rituel religieux au cours duquel un agneau est sacrifié pour protéger un être cher du mal et des dangers. En effet, Richard Pananian avait récemment surmonté de graves problèmes de santé, et ce sacrifice était censé lui apporter chance et bonne fortune. Seulement ce matin-là, le destin en a décidé autrement. Richard Pananian dépasse les voitures par la droite sur l'autoroute, en roulant à une vitesse excessive. Soudain, il percute violemment l'arrière d'un camion, perd le contrôle de son véhicule, part en tonneau, et se fait éjecter violemment de sa Ford Fiesta. Son corps est propulsé à plus de 6 mètres dans les airs, avant de venir s'écraser sur un panneau de signalisation, suspendu à 6 mètres du sol. Il reste là, plus de 2 heures, sous le regard médusé des automobilistes. En effet, entre la fermeture de l'autoroute, sa sécurisation et l'accès plutôt difficile jusqu'au panneau, les secours, bien qu'arrivés rapidement, mettront un certain temps avant d'accéder à l'homme. Seulement, il est trop tard. Richard Pananian est déclaré mort sur place. L'enquête révélera qu'il ne portait pas sa ceinture de sécurité. Un agneau qui a été visiblement sacrifié pour rien, au regard de l'inconscience dont a fait preuve Richard Pananian. Le jeu tragique de Peyton Michael McElroy. Nous sommes le 22 janvier 2003, dans une maison familiale du Kentucky, aux États-Unis. Peyton Malcolm McElroy, une fillette de 5 ans, joue avec ses cousins dans la cuisine de ses grands-parents. Alors qu'elle court à travers la pièce, elle trébuche, et son corps bascule vers l'avant. Elle se dirige tout droit, vers la porte du lave-vaisselle, grande ouverte, alors que sa grand-mère s'affaire à ranger la vaisselle. Ouais, vous
vous l'avez peut-être déjà deviné. À l'intérieur, un couteau de cuisine est placé, lame vers le haut. La chute est fatale. La lame transperce son cœur et son poumon gauche, provoquant une hémorragie massive. Les secours sont appelés immédiatement, malgré les efforts des médecins. Peyton Michael McElroy succombe à ses blessures. Et malheureusement, ce type d'accident domestique n'est pas aussi rare qu'on pourrait le penser. En effet, rien que sur cette même période, du début des années 2000, on a répertorié un cas identique en 2001, en lien avec un Canadien de Vancouver d'une 50aine d'années, et un autre cas en 2003, concernant une Écossaise de 31 ans décédée dans les mêmes circonstances. Je vous inviterai donc à être particulièrement prudent lorsque vous vous déplacez autour de votre lave-vaisselle. Janet Shields et son parcours hospitalier effroyable. Nous sommes à l'hôpital Cumberland Infirmary, à Carlisle, en Angleterre. Ce 21 mai 2021, Janet Shields, 70 ans, est hospitalisée pour une opération de la vésicule biliaire. Un matin, alors qu'elle souhaite se rendre aux toilettes après son opération, elle appuie sur le bouton d'appel. Aucun soignant ne répond. Après avoir attendu en vain, selon son mari, pendant près d'une heure, elle décide de se lever seule. Elle perd alors l'équilibre et chute violemment. Le diagnostic est sans appel. Fracture de la hanche. On pourrait croire que la situation ne pourrait pas être pire. Et pourtant. 2 jours plus tard, elle est emmenée en salle d'opération pour soigner sa fracture. L'intervention se déroule comme prévu. Mais peu après, un accident hallucinant survient. Son mari, John Shields, reçoit un appel de l'hôpital qui lui dit « L'opération s'est bien passée, mais malheureusement nous avons laissé tomber Janet de la table d'opération. » Victime d'un traumatisme crânien, une bosse très importante apparaît à l'arrière de la tête de Janet Shields. Son état se détériore progressivement. Malgré son hospitalisation en soins intensifs, les semaines passent et Janet Shields s'éteint 6 semaines après sa chute. L'hôpital annonce l'ouverture d'une enquête interne. Aucune autopsie n'était initialement prévue, mais son mari John Shields insistera pour qu'elle soit pratiquée. À ce jour, les résultats de l'enquête et de l'autopsie n'ont pas été rendus publics. Un drame médical dont les responsabilités restent visiblement toujours à établir. Le gros orteil de Jack Daniels. 9 octobre 1911, à Lynchburg, dans le Tennessee. Jack Daniels, fondateur de la célèbre distillerie de whisky qui porte encore son nom, s'éteint à l'âge de 62 ans des suites d'une infection généralisée. Et l'histoire, voire la légende qui entoure sa mort est aussi étrange qu'insolite. Ce matin-là, comme à son habitude, Jack Daniels arrive tôt, à la distillerie pour gérer diverses affaires administratives. Il se dirige vers son coffre-fort, mais il y a un problème. En effet, il ne se souvient plus du code. Frustré, il donne alors un violent coup de pied sur le coffre. Seulement, c'est son gros orteil qui va prendre. Avec le temps, la plaie s'infecte et la gangrène commence à se propager. Les médecins tentent de lui amputer la jambe, mais l'infection continue de remonter. C'est épouvantable. Finalement, après plusieurs mois de souffrance, Jack Daniels succombe à l'infection. Dimitailles d'amour emportées par la foule. Nous sommes le 28 novembre 2008, à Valley Stream, New York, devant un magasin Walmart. C'est le Black Friday, le jour de solde le plus important de l'année aux États-Unis. Depuis la veille au soir, une foule s'amasse devant le magasin. Ce matin-là, plus de 2000 personnes se sont massées devant les portes du magasin, impatientes de profiter des promotions exceptionnelles du Walmart. Il est presque 5 heures du matin, le magasin ouvre dans quelques minutes. La tension est à son paroxysme. À l'intérieur, Dimitailles d'amour, 34 ans, en contrat temporaire et chargé de la sécurité, tente de maintenir les portes fermées avec ses collègues. Mais sous la pression de la foule, les portes en verre explosent. La marée humaine déferle alors dans le magasin. Dimitailles d'amour est projeté au sol, incapable de se relever. Des centaines de clients le piétinent, incapables de s'apercevoir qu'ils sont en train de littéralement tuer quelqu'un. Ses collègues tentent de le secourir, mais la foule est hors de contrôle. Lorsqu'ils parviennent enfin à l'atteindre, c'est terrible. Dimitailles d'amour est déjà mort, asphyxié. L'enquête révélera que le plan de gestion de foule de Walmart était, comme vous vous en doutez,
parfaitement inadapté. L'enseigne évitera un procès civil et pénal à coût de centaines de milliers de dollars, aussi bien à destination de l'État que de la famille de la victime. Quand la panique conduit au coma éthylique. Nous sommes en pleine épidémie de SRAS, une maladie virale respiratoire grave qui appartient à la famille des coronavirus. Une maladie qui en mai 2003 sévit particulièrement du côté de Taïwan. Une femme de 45 ans prise de panique face à la propagation du virus prend une mesure radicale pour se protéger. Convaincue que l'alcool peut éliminer le virus, elle remplit sa baignoire d'éthanol à 40%, ou plus simplement d'alcool à 40 degrés. De 23h le soir à 11h du matin, elle reste alors totalement immergée, seule. Sa tête est maintenue hors du liquide. Seulement, lorsque des membres de sa famille la découvrent, elle est déjà inconsciente. Les secours sont immédiatement appelés, mais ils ne peuvent que constater son décès. En effet, l'alcool a traversé sa peau et s'est propagé dans son corps dans des proportions inimaginables. Le taux d'alcoolémie mesuré à l'autopsie atteint 13,5 grammes par litre de sang, ce qui est colossal et parfaitement létal. Les médecins légistes concluent que l'éthanol est non seulement passé par la peau, mais qu'il a été aussi inhalé sous forme de vapeur par la victime, entraînant ainsi une intoxication alcoolique massive. Ouais, vous l'avez compris, on est bien loin du matin gueule de bois que certains d'entre vous ont sans doute déjà connu, après une soirée bien arrosée. Gary Anderson est le maître ruban. Gary Anderson, 58 ans, est en train ce 3 novembre 2014 de livrer des plaques de plâtre sur un chantier de construction du New Jersey où s'élèvent de tours résidentielles de 50 étages. Seulement autour de 9h du matin, alors qu'un ouvrier travaille au 50e, il laisse échapper un mètre ruban de son ceinturon. L'objet assez massif, et qui pèse environ 450 grammes, tombe en chute libre. En contrebas, Gary Anderson vient de sortir de son camion et discute avec son collègue. Le maître ruban percute alors une pièce métallique à 3 mètres du sol, déviant légèrement sa trajectoire pour s'écraser violemment sur la tête de Gary Anderson. L'homme s'effondre immédiatement, inconscient, victime d'un traumatisme crânien massif. Les secours sont dépêchés rapidement, mais il succombe à ses blessures à l'hôpital presque dès son arrivée sur place. Le plus malheureux pour Gary Anderson, c'est que l'enquête révélera qu'il ne portait pas son casque de sécurité au moment des faits, alors qu'il en avait bien un, se trouvant à l'intérieur de son véhicule. Dietrich von Hülsen-Eisler et son tutu rose. Dietrich von Hülsen-Eisler, général d'infanterie et chef du cabinet militaire impérial allemand, un militaire très respecté, participe à une soirée mondaine en présence du Kaiser, Guillaume II, dans le château de Maxegon II, de Fürstenberg, en Allemagne. Ce 14 novembre 1908, l'ambiance est festive, et pour divertir l'empereur, un spectacle de ballet improvisé est organisé. À la surprise générale, Dietrich von Hülsen-Eisler, alors âgé de 56 ans, décide de se joindre à la représentation. Vêtu d'un tutu rose et coiffé d'un grand chapeau orné de plumes de paon, il se prend au jeu, réalise une série de pirouettes, de sauts sous les rires et les applaudissements des invités. Mais alors qu'il termine sa prestation, il s'effondre, soudainement. Les médecins présents sur place interviennent immédiatement, mais il est trop tard. Le très respecté Dietrich von Hülsen-Eisler vient de succomber à une crise cardiaque, alors affublé d'un tutu rose. Ouais. Vous percevez sans doute le ridicule de la situation. L'incident est rapidement étouffé car à cette époque, les autorités prussiennes venaient à peine d'éteindre le feu d'un scandale en lien avec la possible homosexualité d'un des plus proches conseillers du Kaiser, Guillaume II. Y a-t-il un crocodile dans l'avion ? 25 août 2010. Un Let L410 turbolet de la compagnie Filair effectue un vol intérieur avec 21 personnes à bord, dont 18 passagers et 3 membres d'équipage, et se dirige vers sa destination Bandundu, en République démocratique du Congo.
Alors que l'appareil approche de l'aéroport, un événement parfaitement incongru se produit. Un crocodile de plus de 60 cm introduit dans l'avion et caché dans un bagage à main par un des passagers s'échappe dans la cabine. La panique s'installe immédiatement, les passagers terrifiés se précipitent vers l'avant de l'avion, cherchant à fuir l'animal. Ce mouvement soudain déséquilibre alors l'appareil, modifiant son centre de gravité. Quelques instants plus tard, les pilotes perdent le contrôle et l'avion s'écrase à peine 1 km de la piste, où il devait atterrir normalement. Le crash est brutal, 20 personnes trouvent la mort sur le coup. Seule une passagère survit, grièvement blessée. Ironie du sort, le crocodile, lui, a survécu au crash et est retrouvé vivant parmi les débris. Il aura manqué 15 minutes à Augustin Trébuchon. 11 novembre 1918, à Vrigne-Meuse, dans les Ardennes françaises. La Première Guerre mondiale touche à sa fin, l'armistice a été signé à 5h15 du matin. Mais le cessez-le-feu, lui, officiel, ne prendra effet qu'à 11h. À 10h45, soit 15 minutes avant la fin des combats, Augustin Trébuchon, soldat de première classe et estafette au 415e régiment d'infanterie, court à travers les lignes. Il porte un ordre de rassemblement à sa compagnie pour le repas de 11h30. Seulement, alors qu'il traverse le champ de bataille, une rafale de mitrailleuses allemandes le frappa. Il s'effondre instantanément, devenant ainsi le dernier soldat français tué au combat avant la fin officielle de la guerre. Par embarras politique, l'armée française antidatera son acte de décès au 10 novembre 1918, comme pour d'ailleurs les autres victimes du 11 novembre, afin de minimiser l'impact des pertes survenues après la signature de l'armistice. Aujourd'hui, Augustin Trébuchon repose dans le carré militaire du cimetière de Vrigne-Meuse, sous une croix portant la date, non pas du 11 novembre, mais celle du 10 novembre 1918. La prothèse de Sir Arthur Aston. 11 septembre 1649, en Irlande, en pleine guerre civile anglaise. Nous sommes au cœur de la ville de Drogheda, assiégée par les troupes de Cromwell, un chef militaire et homme d'État anglais à la tête des troupes parlementaires. Sir Arthur Aston, commandant militaire anglais et gouverneur royaliste de Drogheda, défend la ville avec ses hommes. Seulement, lui et son armée n'arrivent pas à résister au siège et sont capturés. Malgré la promesse faite par Cromwell d'épargner ses adversaires lors de leur reddition, Sir Arthur Aston et ses hommes sont en fait massacrés, et ce de manière impitoyable. Dans ce chaos particulièrement brutal, un détail rend la mort de Sir Arthur Aston plutôt surprenante. En effet, le royaliste avait une jambe de bois. Selon les récits, les soldats parlementaires persuadés que sa prothèse dissimulait de l'or la lui ont arrachée et s'en sont alors servis pour le frapper jusqu'à ce que la mort l'emporte. Visiblement, à cette époque, on ne faisait pas dans le détail. Thomas Midgley Jr. et les fils du destin. Thomas Midgley Jr., né le 18 mai 1889, était un ingénieur chimiste de renom, qui a marqué l'histoire industrielle, en particulier dans l'automobile en mettant au point entre autres les premiers carburants au plomb et des chlorofluorocarbones, ouvrant la voie à la création de fluides frigorigènes, entre autres pour les réfrigérateurs. Seulement en 1940, il contracte la poliomyélite, une maladie qui le laisse gravement paralysé et très dépendant physiquement. Pour pallier à ce handicap moteur, il conçoit un système de poulies et de cordes destiné à le hisser hors de son lit. Cependant, le 2 novembre 1944, dans sa résidence de Worthington, dans l'Ohio, alors qu'il se sert de ce dispositif pour sortir de son lit, les poulies et les cordes s'en mêlent autour de lui, jusqu'à le saisir autour du cou et l'étrangler. Lorsqu'il est retrouvé, Thomas Midgley Jr. est mort, étouffé par le mécanisme qu'il avait lui-même inventé pour surmonter son handicap, et ce, à l'âge de 55 ans. Les causes de sa mort demeurent un mystère en effet, là où le légiste pensera qu'il se serait volontairement laissé tuer par son mécanisme, ses proches et les personnes qui l'ont retrouvé sont persuadés qu'il s'agissait bel et bien
d'un terrible accident. Harry Houdini et sa résistance physique pas si légendaire. Nous sommes le 31 octobre 1926 à Détroit, dans le Michigan. Harry Houdini, célèbre illusionniste et maître de l'évasion, s'éteint à l'âge de 52 ans, victime d'une péritonite causée par une rupture de l'appendice. Seulement, l'événement qui a précipité sa mort est plutôt idiote. En effet, 9 jours plus tôt, le 22 octobre 1926, dans sa loge du Princess Theatre de Montréal, après son spectacle, un étudiant, Jocelyn Gordon Whitehead, se présente à lui et lui demande s'il peut réellement encaisser n'importe quel coup à l'abdomen. Houdini acquiesce. En effet, cela fait partie du discours qu'il tient depuis des années dans lequel il met en avant sa grande résistance physique. À peine a-t-il le temps de se préparer que le jeune Whitehead lui assène plusieurs coups violents dans le ventre. Houdini fait bonne figure, mais il souffre énormément. Bien que diminué, Houdini continue ses représentations, ignorant ses douleurs, devenant de plus en plus insupportables. Le 24 octobre 1926 à Détroit, alors en spectacle, au Garrick Theatre, son état s'aggrave. Entre fièvre et douleurs abdominales atroces, un médecin lui diagnostique une appendicite aiguë. Mais Houdini refuse l'hospitalisation. Ce soir-là, il monte sur scène, mais s'effondre à plusieurs reprises. Son appendice a éclaté, provoquant une infection généralisée. Après 6 jours d'agonie à l'hôpital, il meurt, le 31 octobre 1926. Fyodor Kouzmin et la stalactite. 20 décembre 2023, à Lyubertsy, une ville située dans la région de Moscou en Russie. Devant le bureau de recrutement militaire, une file d'attente s'étire sous un ciel grisâtre, alors que les températures glaciales tendent à très légèrement s'adoucir. Les amas de neige et de glace accumulés sur les toits commencent alors à fondre. Parmi les personnes présentes, un homme de 34 ans, Fyodor Kouzmin, patiente dans la file, sans se douter du danger qui le guette. Soudain, un bloc de glace massif se détache du toit et chute à une vitesse fulgurante. L'impact est brutal. Le bloc frappe l'homme en pleine tête, l'écrasant au sol sous les regards horrifiés des témoins. Les secours interviennent rapidement et le transportent à l'hôpital, mais il succombe à ses blessures peu après son admission. Et ce qui est assez surprenant, c'est que ce drame n'est pas un cas isolé. En effet, en hiver, les chutes de stalactites et de blocs de neige causent, rien qu'en Russie, chaque année, une centaine de morts. Kevin McCall, écrasé par la soif. Décembre 1998, à Lennoxville, Québec, sur le campus de l'université Bishops. Kevin McCall, 19 ans, étudiant, se trouve devant un distributeur automatique de Coca-Cola. Il met sa pièce à l'intérieur, choisit sa boisson, mais manque de chance, sa cadette reste coincée dans la machine. Extrêmement frustré, il commence alors à saisir la machine et à la secouer, espérant ainsi que sa canette se décoince. Seulement, comme vous vous en doutez, tout ne va pas se passer comme prévu. En effet, malgré le fait que Kevin McCall ne soit pas une force de la nature, il va tout de même réussir à faire basculer le distributeur pesant plus de 420 kg et à le renverser sur lui. C'est épouvantable. Kevin McCall est littéralement écrasé sous le poids de l'appareil, incapable de se dégager. Les secours arrivent après avoir été contactés par d'autres étudiants, mais il est trop tard. Kevin McCall est décédé, écrasé, sous le poids de la machine. Sa famille engagera une action en justice contre Coca-Cola et le fabricant du distributeur, dénonçant l'absence d'avertissement sur les risques liés à ces machines et à leur possible basculement. Elle obtiendra 665 000 $ en compensation pour les frais funéraires et le préjudice émotionnel. Quand la nature s'acharne. Nous sommes le 30 octobre 2021, à Brasilândia, des Minas, au Brésil. La journée s'annonce paisible au bord d'un lac, où un homme de 30 ans profite d'un moment de pêche en compagnie de 2 de ses amis. Soudain, un essaim d'abeilles, visiblement dérangé par on ne sait quoi, surgit de la végétation derrière eux, et attaque violemment le groupe. Pris de panique, les 3 hommes ont le réflexe de se jeter à l'eau, espérant ainsi échapper aux abeilles. 2 d'entre eux parviennent à nager jusqu'à la rive opposée, seulement leur ami ne refait pas surface.
Les secours sont alertés et les pompiers entament des recherches dans le lac. C'est alors qu'ils découvrent le corps du pêcheur, complètement défiguré. Le côté droit du visage a été lacéré et plusieurs parties du corps littéralement déchirées. L'enquête révélera que l'homme avait été en fait attaqué par des piranhas. Ce que l'on ne sait pas en revanche, c'est si cette attaque a eu lieu pendant sa fuite ou s'il s'est noyé et s'est fait dévorer ensuite. Entre abeilles et piranhas, je vous avoue, mon cœur balance. Maya Murmu est la vengeance implacable de l'éléphant. 10 juin 2022, à Raipai, un petit village en Inde. Maya Murmu, une femme de 68 ans, marche tranquillement vers un puits pour y récupérer de l'eau. Soudain, un éléphant sauvage surgit de nulle part. L'animal qui s'est éloigné du sanctuaire de Dalma, là où il est censé vivre avec ses congénères, charge Maya Murmu, qui tente de fuir. Seulement l'éléphant la rattrape et la piétine violemment. Les habitants du village accourent pour la secourir et la transportent à l'hôpital. Mais elle succombe à ses blessures peu après son admission. Et ce qui rend cette histoire vraiment incroyable, c'est ce qui s'est passé ensuite. Plus tard dans la journée, sa famille organise ses funérailles. Alors que les proches se rassemblent autour du bûcher funéraire, il revient. Ouais, l'éléphant qui a tué Maya Murmu revient. L'animal s'approche du corps, le saisit avec sa trompe, le projette au sol, puis le piétine à nouveau avant de s'enfuir. Les habitants du village confirmeront n'avoir jamais vu un éléphant agir avec une telle agressivité. Moi aussi, je suis comme vous, je me demande bien ce qui a pu se produire par le passé entre Maya Murmu et cet éléphant. Giacomo Schiaparini, écrasé par sa passion. Nous sommes à Romano di Lombardia, en Italie. Giacomo Schiaparini, 74 ans, producteur de Grana Padano, travaille dans son entreprise de fromage, où sont stockés 25 000 meules sur des étagères métalliques. Ce 6 août 2023, alors qu'il s'affaire à redémarrer une machine qui nettoie et retourne les meules, un bruit sourd retentit. Une étagère de 9 mètres de haut cède, soudainement, entraînant un effet domino catastrophique. Les meules de fromage pesant chacune entre 18 et 40 kilos s'effondrent, les unes après les autres. Son fils Tiziano Schiaparini, qui l'accompagnait et qui avait quitté l'entrepôt quelques instants avant l'effondrement, revient et ne peut que constater le désastre et comprend surtout que son père est sans doute toujours là, enseveli sous ces tonnes de Grana Padano. Les secours arrivent, mais il faut plus de 12 heures aux pompiers pour dégager le corps de l'homme, enfoui sous les décombres, et comme vous vous en doutez, il sera retrouvé sans vie. L'enquête révélera que l'accident était sans doute lié tout simplement à une étagère vétuste. La terrible IRM de Michael Colombini. 29 juillet 2001, à Valhalla, dans l'État de New York, au Westchester Medical Center. Michael Colombini, un garçon de 6 ans, revient à l'hôpital suite à une opération du cerveau pour lui retirer une tumeur. Ce jour-là, il doit passer une IRM de contrôle, afin de s'assurer qu'il ne fasse aucun mouvement pendant l'examen, l'enfant est endormi. Seulement, un événement particulièrement effroyable va se produire. En effet, une bouteille d'oxygène métallique accidentellement introduite dans la salle est aspirée par le puissant champ magnétique de l'IRM au moment de son activation. L'objet, pesant plusieurs kilos, est alors attiré à une vitesse vertigineuse vers la machine et percute avec une extrême violence la tête de Michael Colombini. Son crâne est fracturé et il subit une grave lésion cérébrale. Malgré les efforts des médecins, il succombe à ses blessures 2 jours plus tard. L'hôpital assumera l'entière responsabilité de l'accident et une enquête sera ouverte. En 2010, un accord de 2,9 millions de dollars sera conclu avec la famille de Michael, évitant aux responsables de l'hôpital un procès. Peter Byakzongsuala et sa célébration ratée. 19 octobre 2014, sur le terrain de football d'Aizawl, dans l'état de Mizoram, en Inde. L'ambiance est électrique, lors d'un match de Première Ligue,
où le Bethlehem Bangland FC affronte le Shan Mary West FC. À la 62e minute, Peter Biaksang-Zuala, un jeune et prometteur milieu défensif de 23 ans, qui joue pour le Bethlehem Bangland FC, vient de marquer le but égalisateur, ramenant le score à 1 partout. L'euphorie est totale. Pour célébrer son but, Peter s'élance et tente un salto arrière. Et là, c'est la catastrophe. Le jeune homme manque sa réception et retombe lourdement sur la tête. Immédiatement, ses coéquipiers et les soigneurs se précipitent vers lui, réalisant rapidement la gravité de la situation. Peter est évacué du terrain inconscient sur une civière et transporté d'urgence à l'hôpital civil d'Aizoal. Un scanner révèle qu'il a subi une grave lésion de la moelle épinière. Malgré tous les efforts du personnel médical et son admission en soins intensifs, Peter succombe à ses blessures 5 jours plus tard, le 24 octobre 2014. En hommage, son club décidera de retirer son maillot, le numéro 21, qui ne sera alors plus jamais porté par un autre joueur. Stephen Wojtak aimait pourtant bien sa belle-mère. 30 mars 2015, à Throop, en Pennsylvanie, dans le cimetière Saint-Joseph, Stephen Wojtak, 74 ans, est venu honorer la mémoire de sa belle-mère en décorant sa tombe pour Pâques. Pour cela, il est venu accompagné de sa femme. Il s'approche alors de la tombe et décide d'accrocher une croix sur la pierre tombale. Seulement quelque chose de parfaitement inattendu va se produire. En effet, la stèle de la tombe de sa belle-mère va basculer soudainement et s'écraser sur Stephen. C'est épouvantable. La pierre taillée fait plus de 250 kilos. Lucy Wojtak, sa femme, tente de le libérer, mais en vain. Elle court alors chercher de l'aide auprès du gardien du cimetière, mais il est trop tard. Stephen est déjà mort écrasé sous le poids de la stèle. Au regard de ces événements, on pourrait se demander qu'est-ce qu'il a bien pu faire à sa belle-mère pour mériter ça. Le gardien du cimetière, lui, expliquera que les pierres tombales pouvaient se déplacer au printemps, lorsque le sol dégelait et devenait instable. Quelque chose que Stephen aura découvert d'une manière tout à fait radicale. Karambir Shema et le lancer de fromage mortel. Nous sommes le 9 juillet 2017, dans l'enceinte d'un établissement scolaire de Londres, le William Perkinsey of High School. Un élève de 13 ans, Karambir Shema, qui a une sévère allergie aux produits laitiers, se trouve en pleine classe lorsqu'un camarade lui lance un petit morceau de fromage en sa direction, et ce sans doute par bêtise. Ce morceau va alors rentrer dans le col de l'élève et lui toucher le cou. C'est terrible. En quelques instants, Karambir Shema est victime d'une réaction allergique fulgurante, comprenant difficultés respiratoires, gonflement du visage, baisse brutale de la tension. Impuissant, ses camarades et enseignants appellent immédiatement les secours. Transporté d'urgence à l'hôpital, il reçoit un traitement avec un auto-injecteur d'épinéphrine. Malheureusement, l'injection demeure insuffisante. La réaction est toujours intense. Les médecins feront alors tout leur possible pour le sauver, seulement l'état du jeune garçon de 13 ans se détériore et il succombe à cause de ce morceau de fromage. L'élève responsable du lancer de fromage sera arrêté par la police peu après l'accident. Effondré par la gravité de son geste, à aucun instant il s'était imaginé que cela aurait pu être fatal pour le jeune Karambir Shema. Jasmine Beaver et le syndrome de réponse. Nous sommes le 7 septembre 2017 à Skegness, en Angleterre. Jasmine Beaver, une adolescente de 16 ans, est en classe et assiste à son cours. Tout d'un coup, une douleur intense et inhabituelle la saisit, au niveau de l'abdomen. C'est une infection. Rapidement, elle s'installe et évolue en une péritonite plutôt sévère. Malgré l'intervention rapide des secours et une prise en charge médicale, l'état de l'adolescente se dégrade de façon irréversible. En l'espace de quelques heures, Jasmine Beaver est emportée. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Eh bien, la jeune fille souffrait d'un syndrome de réponse, qui, le jour de son décès, était devenu inopérable. Une affection rare causée par une trichophagie subie durant des années par la jeune fille. En effet, Jasmine Beaver était atteinte d'un trouble du comportement l'amenant à avaler ses propres cheveux. Au fur et à mesure des années, une sorte de pelote massive de cheveux s'était formée dans son estomac jusqu'à se développer, dans ses intestins,
un peu comme la longue chevelure de la princesse Réponse, un syndrome qui la conduira donc à être victime d'une péritonite fatale. Atif Rafik n'a pas fait de cinéma. 9 mars 2018, à Birmingham, en Angleterre, dans un cinéma Star City, Atif Rafik, 24 ans, assiste à une projection du film Marvel Black Panther. À la fin du film, alors qu'il se lève pour retrouver son téléphone et ses clés qui sont tombées par terre, il va lui arriver quelque chose de parfaitement hallucinant. En se penchant, il se retrouve en dessous du repose-pied électrique et automatique du siège, programmé pour se rabattre une fois que l'on s'est levé du fauteuil. Seulement, il va se mettre en mouvement au pire moment. En effet, le dispositif va se refermer sans prévenir sur la tête d'Atif Rafik alors qu'il est en train de ramasser ses affaires sous le fauteuil. Complètement coincé, incapable de se libérer, le jeune homme subit alors une compression intense au niveau du cou, entre le repose-pied et le sol. Le manque cruel d'oxygène provoque alors un arrêt cardiaque. Réanimé après de longues minutes, il est transporté d'urgence à l'hôpital. Seulement, ses lésions cérébrales, liées à un manque d'oxygénation trop important, l'amènent à succomber une semaine plus tard, le 16 mars 2018.